commence un parcours à Los Angeles, où je commence à UCLA. Je suis allé, j'ai pris mon premier job au Mississippi. La première des choses, tu dois savoir, c'est que personne ne va te payer plus que toi, tu ne te payes toi-même. Quand j'arrive au Mississippi, je rencontre un autre collègue médecin qui est en fait d'origine nigériane. Il me voit et me dit « Hey doc, why are you employed? Pourquoi est-ce que tu es employé par cette clinique ?» Je dis que je suis à l'aise, je suis parmi les 10% des meilleurs top earners. Il me donne tout ce que je veux. Et puis, il t'a donné combien à cette époque-là? Oui, à cette époque-là, on commençait à 800,000. 800 000 $ par an? Oui, par an, yeah. Comme débutant? Oui, yeah. Mais attends, il y a tout un... Et donc, quand ce Nigérian-là te trouve, voilà, il te brainwash, te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, il me dit, Jean-Louis, tu sais quoi? Si j'étais neurochirurgien, I was going to own this whole city. J'ai dit, hein? J'allais être propriétaire, oui. J'allais être propriétaire de toute cette ville. De toute la ville. J'ai rien compris. Après, il me dit, tu sais quoi? On va en parler encore dans quelques mois. Oui. Le temps passe, un nouvel ami, on s'amuse partout, il me montre la ville et tout. Et peut-être 3-4 mois après, il me ramène à son bureau. Il vient, et entre-temps, hein, tiens-toi tranquille, il a fait une spécialité très courte, médecine familiale, une spécialité de 3 ans. Généraliste, oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle généraliste. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, il me ramène à son bureau, il va à l'ordinateur, il ouvre, il me montre son compte, puis je vois plein de zéros. Je dis qu'il m'attend. Tu te rappelles combien? Oh, il y avait 8, avec plein de chiffres après. J'ai compté ça plusieurs fois. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Après, il me dit, écoute, la première des choses, tu dois savoir, c'est que personne ne va te payer plus que toi, tu ne te payes toi-même. So, nobody's going to pay you more than you're going to pay yourself. You're going to be on your own. Après, il me dit, est-ce que tu sais même combien apportent les chirurgies que tu fais? Parce que je travaillais dans un groupe, tu vois, il y a tout un management. Donc, nous, on fait des chirurgies. Il y a ceux qui vont prendre qui demandent les paiements au niveau des assurances. Bon, nous, on est là, on reçoit un salaire, il n'y a pas de mot de tête. Mais après, je commence à m'informer. Je vais voir le CFO, le Chief Financial Officer. Je dis que j'ai besoin d'un meeting, d'un rendez-vous. Je dis qu'il me montre un peu tout ce que je rapporte. Oui, ce que tu génères. Oui, mais alors, j'ai vu qu'en tant que neurochirurgien, on génère 8,5 fois plus que ce qu'il nous donne. C'est-à-dire près d'un neurochirurgien peut rapporter at least $8.59 million. 9 millions de dollars en un an. Yeah, it's possible. La structure. Oui, parce que tu vois, il n'y a pas que la chirurgie, il y a les images, il y a la réhabilitation, il y a des implants, il y a tout ce qui... Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la consultation. Oui. C'est plein de choses. Donc, ça fait que... Alors, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que j'ai la capacité de créer autant d'argent? Mais voici... Et là, tu te rends compte que 800 000, c'est peu. C'est là où je me dis que non. Et puis, mais le truc, c'est que quand tu commences à poser des questions comme ça, là, il commence à te donner des bonus, il fait des trucs. Mais tu as tellement vu qu'ils ne peuvent pas te donner. À un moment donné, ils sont coincés. Et la solution, il faisait qu'augmenter. Oh, we give you a bonus, we go to 1.5. I mean... Et toi, mené jusqu'à 1,5 million. Yeah. But it was never big enough. Parce que moi, j'avais déjà vu l'œil. J'avais déjà eu l'œil sur ce qu'ils avaient. Et puis, ça faisait qu'à un moment donné, tu marches dans les couloirs, tout le monde que je voyais, je me disais que, mais attends, ce mec, qu'est-ce qu'il lui fait ici? Ouais, qu'est-ce qu'il lui apporte? Je lui ai dit que, quel est ton rôle ici? Et cette machine à café qu'il a acheté, ça coûte combien? Parce que c'est le travail des médecins. Les médecins rapportaient, eux, soi-disant, ils nous disent que, bon, voilà, on va manager. Mais le problème, c'est que le fait que tu délègues à quelqu'un de faire ce management, ben il te prend beaucoup de fees. Ouais. Mais en même temps, tout d'un coup, il fallait devenir un businessman. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend en médecine. En médecine. Alors que la médecine, c'est un business. Oui. Donc, j'étais obligé d'apprendre sur le champ, sur le terrain. Parce que du coup, je leur dis, voilà, si on doit monter au moins près de la moitié de ce que je rapporte, sinon ça peut pas marcher. Ils ne pouvaient pas le faire pour moi, sinon il fallait le faire pour tout le monde. Oui. Donc, c'est comme ça que je pars du Mississippi. Je décide d'aller à Dallas. Pourquoi Dallas? Dallas, parce que j'avais des amis avec lesquels j'étais à Milwaukee, pendant que je faisais mon training, ma spécialité. Il y en avait qui étaient à Dallas et dont on se voyait de temps en temps. Et je me suis rendu compte que l'État du Texas, c'était l'État où les médecins entrepreneurs avaient le plus de flexibilité. Toi, en tant que neurochirurgien qui vois des patients défiler depuis des années, quelles sont les principales erreurs que tu vois les gens faire
et qui après dérive vers la maladie. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que l'hygiène de vie va pour beaucoup. Hein. Et bon, dans ce qui concerne, par exemple, la colonne vertébrale, où on a beaucoup de gens qui se présentent avec les douleurs de dos, il faut déjà garder une certaine hygiène de vie quand on se rend compte que le rôle de la colonne vertébrale, c'est de supporter notre corps et puis de nous aider à se mobiliser. Il faut déjà garder une certaine forme physique, déjà, et puis aussi éviter des abus qui vont vous mettre dans des positions où vous pouvez endommager cette colonne ou bien ce système nerveux. Et très, très important, la douleur, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Dès qu'il y a une douleur, je pense le plus tôt on se fait évaluer, le mieux on a la chance de mettre la main sur le problème. Voilà, c'est ça. Tu penses qu'une bonne hygiène de vie règle beaucoup de choses déjà? Oui, ça règle beaucoup de choses. Et puis, il faut être attentif aux signes que le corps donne. Si ça fait mal, si on a une douleur quelque part. C'est vrai qu'on a tendance à supporter la douleur. Oui, oui. On vit avec jusqu'au jour où c'est trop tard. Voilà, non, c'est ça. Et puis, c'est ça le problème. Quand c'est trop tard, il s'avère que peut-être les fonctions neurologiques ont déjà été atteintes. Et dommage pour le patient, le système nerveux n'a pas de capacité de se régénérer assez facilement. Donc, s'il est endommagé, on peut même faire la chirurgie et intervenir. Mais si elle a été faite trop tard, il n'y a pas de grand bénéfice à ça. Donc, vraiment, je suis un de ceux qui pensent qu'il faut voir le spécialiste le plus tôt. Aujourd'hui, il y a tellement d'études qui sont faites sur le cerveau humain. On a tellement de documentaires qui nous expliquent que l'être humain utilise une très petite capacité de son cerveau. Je ne sais pas si tu confirmes ça. Mais comment toi tu fais pour travailler avec notamment des choses comme l'intelligence artificielle, la robotique, des entreprises comme celle d'Elon Musk qui disent qu'ils vont greffer sur le cerveau humain un certain nombre d'éléments. Quel est ton avis de tout ça? Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est vrai, il y a beaucoup de recherches qui se passent sur le cerveau, mais il faut reconnaître qu'il y a très peu de ces recherches qui sont pratiques dans le sens où, par exemple, on est à un niveau où on peut faire des greffes comme on en fait dans d'autres organes. On est loin d'être là. Et la robotique, par exemple, dans le domaine de AI, Artificial Intelligence, ça, par contre, ça nous a donné aussi une bonne ouverture sur beaucoup de capacités. Moi, par exemple, dans certains cas où j'utilise un robot chirurgical, parfois, quand je fais certaines interventions de la colonne, et je peux te dire que bien que je l'utilise, il y a toujours ce côté de moi qui veut double-check ce que le robot fait. Parce que, quel qu'il en soit, pour moi, ça reste une machine et la décision reste humaine. Tu vois? Donc, mais la réalité, c'est que la technologie nous permet de faire beaucoup de choses en ce moment et je reste ouvert à l'application de cette technologie-là. Mais il faut reconnaître que dans le domaine de neurosciences, nous restons encore assez limités. Surtout dans le domaine des KFD, il y a encore des gens qui ont des comment ça se dit, enfin, des spinal cord injury, des dommages de la moelle épinière, où par exemple, ils sont paralysés après un trauma et la moelle épinière a été endommagée. Mais on a encore des difficultés à fixer ça. Donc, les recherches avancent, mais les résultats ne sont pas aussi promettants qu'on pense. Donc, c'est ça. On a encore assez de temps, mais on reste tous ouverts et on les applique jusqu'où on peut. Hein. Oui, en Californie, la majeure partie des médecins là-bas, ils sont employés. Mais bon, maintenant, ça devient de plus en plus... Un peu comme toi dans l'autre structure. Oui, voilà. Ça devient de plus en plus difficile partout dans les States parce que c'est juste être un solo practitioner, c'est-à-dire avoir ta propre clinique à toi. C'est juste difficile parce que tu vois, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire face aux hôpitaux qui ont plein de médecins qu'ils emploient et qui ont la capacité économique de diriger les patients. Oui, le marketing. Le marketing et tout ça. Et puis au-delà même du fait qu'il y avait une histoire d'argent, il y avait aussi une histoire du fait que je voulais pratiquer la neurochirurgie telle que je voulais. Et pour le faire, par exemple, quand j'étais employé, il y avait plusieurs personnes, plusieurs administrateurs qui devaient valider. Et puis aussi, l'autre truc, c'est que je voulais avoir du temps pour... Peut-être si je décide que je veux passer un mois sans faire de chirurgie, je ne voudrais pas que quelqu'un me dise que je suis allé travailler. Et aussi, la liberté. Voilà, cette liberté. Et ce temps-là, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Et parce que déjà, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de sacrifices pendant le training. Je me rappelle, 2 de mes enfants sont nés à un hôpital où j'opérais, je ne les ai même pas vus. Parce que oui, c'était horrible. Parfois,
au Wisconsin où ça neige beaucoup. Parfois, des soirs après des chirurgies comme ça, là, je me dis, voilà, il fait très frais, je peux pas, je dois revenir ici à 4h03, 5h du matin, je préfère dormir. Donc, je ne vois pas de famille, je passe la nuit là. Ou parfois, je rentre à la maison, je suis tellement cassé, je dors dans le parking. Wow. Donc, je me suis dit, il fallait que je privilégie mon temps. Et aussi, et plus je prenais de l'expérience dans le domaine professionnel, je voulais essayer de faire quelque chose pour là. Et je voulais prendre du temps pour venir partager mon expérience ici. Et pour le faire, il fallait que j'ai le total contrôle de mon temps. Donc, j'ai dit, voilà, je vais m'installer là-bas. Je vais donc au nord de Dallas, dans un endroit au nord de Dallas qui n'était pas très, très busy encore. Mais déjà, il faut reconnaître qu'à Dallas, c'est un endroit où il y a beaucoup de médecins privés qui sont dans le privé. Donc, on appelle ça un peu comme une jungle. C'est tout le monde qui est en train d'essayer de créer son territoire. Donc, moi, j'arrive là, voilà, un jeune Africain avec un accent français qui n'a pas un nom qui ne leur est pas familier et je n'ai pas de connaissances là-bas, ça devient difficile. Et je me rappelle que les premiers 6 mois, quand je me suis installé à Dallas, mes patients venaient du Mississippi, qui est en voiture à 8 heures, 8 heures de voiture. Wow. Oui, j'avais des patients qui venaient du Mississippi. Parce que c'est pas facile, parce que quand tu n'avais pas prévu cette difficulté. Oui, et puis bon, enfin, on m'en avait parlé, mais tu sais, quand tu crois tellement, tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu minimises les difficultés, ou bien you downplay them. Oui. Et puis je savais que la réalité, c'est que bon, j'ai décidé de bouger ma famille et puis de commencer une nouvelle vie professionnelle. Peu importe les difficultés qui arrivent, il faut être résilient, il faut avoir un niveau de résilience. Et quelque part, je pense que pour beaucoup de jeunes qui nous écoutent peut-être, c'est une particularité qu'il faut avoir. Quand un plan a été établi et puis on sait qu'on veut aller quelque part, il faut d'abord savoir que ce ne sera pas facile. Rien qui se passe bien n'est facile. Rien d'important n'est facile. Non, c'est pas facile. Ça prend du temps et puis il faut être persistant. Alors, comment est-ce que je commence à être busy? J'avais du temps et je me dis, voilà, je fais des petits marketing dans des magazines, que voilà, il y a un nouveau médecin dans la localité, parce que même les médecins locaux ne m'envoyaient pas les patients, parce qu'un neurochirurgien, il est busy, il est actif en fonction du nombre de patients qu'on lui envoie. Et puis même comme j'étais tout seul, certains hôpitaux refusaient que je couvre leur trauma parce que pour couvrir un trauma en tant que neurochirurgien, ils aimeraient que tu aies un autre neurochirurgien comme backup surgeon. Au cas où peut-être tu es en chirurgie, il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un a besoin d'une évaluation neurochirurgicale, ton collègue qui est backup pourra couvrir pour toi. Mais j'étais tout seul, donc il n'y avait personne. J'étais obligé de chercher mes patients moi-même. Donc je fais une petite annonce dans un magazine local, et il y a une femme âgée qui vient, une femme âgée qui vient me voir, une femme âgée blanche locale à McKinney, dans le nord de Dallas. Alors je me rends compte qu'elle a eu plusieurs chirurgies par d'autres médecins, et elle a des problèmes pour tenir son cou droit. Son cou ne fait que tomber parce qu'ils ont fait plusieurs chirurgies, ils les ont pas fait appropriément parce qu'elle avait encore des problèmes. Et tout le monde, comme elle n'avait pas une très bonne assurance, c'était une assurance du gouvernement, et les gens ils ont tendance à privilégier de bonnes assurances parce que la bonne assurance va te rapporter plus pour la même intervention. Bon, comme j'avais beaucoup de temps, j'ai dit, vous savez quoi, je vais vous fixer. Alors je pense à cette dame, j'ai fait une opération, une reconstruction assez complexe, intérieure, postérieure et antérieure encore. Elle revient après, elle marche, elle tient son cou. Elle me dit, you know what, doc, I'm going to get you known here. Je vais vous faire connaître ici dans cette ville. J'ai dit, comment? Elle dit, wait and see. Elle est d'abord allée, parce que tu sais, beaucoup de personnes âgées là-bas restent dans les maisons Oui, les maisons de personnes âgées là. Elle allait parler à tous ses amis d'abord là-bas qui sont venus me voir. Puis on a un nouveau docteur là, il fixe tout. Et donc, du coup, ces patients-là, leurs docteurs qui ne m'envoyaient pas des patients, ces patients vont dire à leur docteur, écoutez, on veut aller voir le docteur Benaï. On a notre ami là qui vit avec nous là-bas, il a fixé son cou, envoyez-nous chez lui. Et c'est comme ça que je commence à recevoir un grand nombre de personnes âgées que je commence à traiter, à fixer. Et ces médecins-là voient que, attends, en tout cas, là, bon, il est nouveau, mais il fait un job. Et puis c'est ça, le truc, c'est que ton travail va toujours te suivre. Ça, c'est ça le plus important. Bonjour à tous, je suis Dr Jean-Louis Benaï, je suis
neurochirurgien et j'exerce à Dallas aux États-Unis. Je vous invite à regarder mon épisode où je discuterai de mon parcours professionnel et puis essentiellement ce que je fais. Merci.